Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue sur Imagine. Une fois par semaine, nous ouvrons une porte vers un autre monde. Alors ne rate rien. Abonne-toi en activant la cloche. Ce que tu vas entendre est imaginer pour une exploration du multivers. Imagine que tu es assis dans ton salon, tu allumes la télévision, une information apparaît. Le gouvernement mexicain annonce officiellement le rachat des États-Unis. Tu souris. Tu penses immédiatement, c'est impossible. Et pourtant, quelques secondes plus tard, toutes les chaînes du monde diffusent exactement la même nouvelle. Les marchés financiers suspendent les échanges. Les avions restent au sol. Les ambassades ferment leurs portes. Le dollar chute. Le peso devient la monnaie la plus surveillée de la planète. Comment un pays que beaucoup considéraient encore récemment comme moins puissant aurait-il pu acheter la première puissance mondiale? La vraie question n'est peut-être pas celle-là. La vraie question est, qu'est-ce qu'un pays possède réellement? Des terres, des habitants, une armée, ou simplement des dettes, des entreprises, des infrastructures et la confiance que le reste du monde lui accorde? Quand une entreprise est rachetée, ses employés continuent souvent à venir travailler le lendemain. Le bâtiment ne disparaît pas. Le logo reste parfois le même. Pourtant, tout a changé. Les décisions ne sont plus prises au même endroit. Les priorités évoluent. Les investissements changent de direction. L'entreprise paraît identique. Mais son avenir appartient désormais à quelqu'un d'autre. Et si un État fonctionnait finalement de façon beaucoup plus proche d'une immense entreprise que nous ne l'imaginons? Dans le scénario, tout commence plusieurs décennies auparavant. Rien n'arrive du jour au lendemain. Il n'y a ni invasion, ni guerre nucléaire, ni catastrophe hollywoodienne, seulement une succession de décisions économiques. Les États-Unis traversent une crise après l'autre. Le déficit public explose. Les intérêts de la dette deviennent si élevés qu'ils absorbent une partie gigantesque du budget fédéral. Chaque année, le gouvernement doit emprunter, simplement pour rembourser les emprunts précédents. La dette ne sert plus seulement à investir, elle sert à survivre. Pourquoi est-ce dangereux? Parce qu'une dette n'est jamais seulement un chiffre, c'est une promesse. Une promesse faite à ceux qui prêtent de l'argent. Et lorsqu'un pays accumule trop de promesses, il devient progressivement dépendant de ceux qui continuent à lui faire confiance. Pendant ce temps, le Mexique suit une trajectoire totalement différente. Le gouvernement investit massivement dans l'éducation, dans l'intelligence artificielle, dans les semi-conducteurs, dans les batteries, dans la robotique, dans l'énergie nucléaire, dans la fusion électrique des réseaux nord-américains et surtout dans son immense jeunesse. Car contrairement à beaucoup de pays vieillissants, le Mexique possède encore une population relativement jeune, des millions d'actifs, des millions d'ingénieurs, des millions d'entrepreneurs, une jeunesse qui produit, qui construit, qui innove. Les entreprises du monde entier déplacent progressivement leurs usines. Pourquoi? Parce que fabriquer à proximité des États-Unis coûte désormais moins cher qu'en Asie. Les tensions géopolitiques rendent les longues chaînes logistiques fragiles. Les cargos mettent plusieurs semaines. Le transport coûte de plus en plus cher. Les entreprises veulent produire juste à côté du plus grand marché mondial. Ce phénomène existe déjà. On l'appelle le nearshoring. Dans notre scénario, il devient gigantesque. Les plus grandes entreprises de la planète installent leurs centres industriels au Mexique, puis leurs laboratoires, puis leurs centres de recherche, puis leurs sièges régionaux. Petit à petit, l'argent, les talents et les brevets commencent à s'accumuler. Le PIB mexicain explose. Le peso devient une monnaie extrêmement stable.
Les banques mexicaines deviennent parmi les plus puissantes du monde. Les fonds souverains mexicains investissent partout, dans les ports, les réseaux électriques, les satellites, les entreprises américaines elles-mêmes. Et c'est ici que tout bascule. Car, dans le monde moderne, on ne conquiert plus forcément un territoire avec des chars. On peut aussi prendre le contrôle en achetant. Les fonds mexicains acquièrent progressivement des parts dans les banques américaines, puis dans les sociétés d'énergie, puis dans les réseaux ferroviaires, puis dans les entreprises de télécommunications, puis dans les géants technologiques. Chaque achat paraît insignifiant. 5%, 8%, 12%. Personne ne s'inquiète. Après tout, les investissements étrangers existent depuis toujours. Mais lorsque ces participations s'additionnent, une réalité apparaît. Celui qui possède les entreprises stratégiques possède souvent une partie des décisions. Puis survient une nouvelle crise financière mondiale. Les États-Unis ont besoin de liquidités immédiatement. Le Trésor américain cherche un partenaire capable d'injecter des milliers de milliards de dollars. Très peu de pays peuvent le faire. Dans notre histoire, le Mexique en fait désormais partie. L'accord est historique. Le gouvernement mexicain accepte de refinancer massivement les États-Unis. Mais en échange, il obtient des droits économiques sans précédent. Accès prioritaire à certaines infrastructures, participation dans les agences de développement, contrôle partagé de plusieurs secteurs stratégiques, influence sur les investissements fédéraux. Au début, tout le monde parle d'un partenariat. Quelques années plus tard, les historiens utiliseront un autre mot, le rachat. Évidemment, le Mexique ne devient pas propriétaire des citoyens américains. Personne n'achète un peuple. Ce serait absurde, décidément. Ce qui change, c'est le pouvoir économique. Et dans une économie moderne, le pouvoir économique finit souvent par influencer le pouvoir politique. Les conséquences deviennent alors immenses. Les flux commerciaux changent de direction. Les banques privilégient désormais les investissements décidés à Mexico. Les grandes entreprises déplacent leurs sièges administratifs. Les universités américaines recherchent des financements mexicains. Les étudiants apprennent l'espagnol comme langue stratégique. Le bilinguisme devient la norme. Même Hollywood évolue. Les productions sont tournées autant à Guadalajara qu'à LA. Les scénarios reflètent davantage la culture mexicaine, la musique, la gastronomie, les traditions. Tout circule dans les deux sens. L'influence culturelle ne disparaît pas. Elle change simplement de gravité. Et l'armée? C'est probablement la question que tout le monde se pose. Pourquoi les États-Unis accepteraient-ils cela alors qu'ils possèdent la première puissance militaire du monde? Parce qu'une armée protège un territoire. Elle ne peut pas obliger des investisseurs à continuer de financer une économie. Elle ne peut pas forcer les marchés à avoir confiance. Elle ne peut pas créer de richesse par décret. Une armée peut gagner une guerre, mais elle ne peut pas acheter la confiance. Petit à petit, le monde comprend quelque chose de dérangeant. La puissance militaire protège la richesse, mais c'est souvent la richesse qui décide où ira la puissance militaire. Alors, qui domine réellement le monde? Celui qui possède les armes ou celui qui finance leur fabrication? Notre scénario touche à sa fin. Et pourtant, la question qu'il soulève dépasse largement le Mexique et les États-Unis. Parce qu'au fond, cette histoire n'est pas celle d'un pays qui rachète un autre, c'est celle d'un monde où la puissance change de forme. Hier, les empires s'étendaient grâce aux conquêtes. Aujourd'hui, ils peuvent s'étendre grâce aux investissements. Hier, les frontières étaient dessinées par les soldats. Aujourd'hui, elles sont parfois redessinées par les marchés financiers.
La véritable leçon est peut-être là. Aucune nation n'est éternellement dominante. Pas parce qu'elle manque de courage, mais parce que le monde récompense toujours ceux qui savent anticiper avant les autres. Le Mexique de notre histoire n'a pas gagné parce qu'il était plus fort. Il a gagné parce qu'il a investi plus tôt, plus intelligemment et plus longtemps. Et les États-Unis n'ont pas perdu à cause d'une guerre. Ils ont perdu parce qu'ils ont cru que leur puissance d'hier garantirait automatiquement celle de demain. Alors, regarde notre monde d'aujourd'hui. Observe les investissements, observe les usines, observe les technologies, observe les dettes. Puis pose-toi une dernière question. Sommes-nous certains de savoir quelle sera la prochaine superpuissance? Ou sommes-nous simplement en train de regarder son histoire commencer, sans encore nous en rendre compte? Dites-le moi en commentaire. Pensez-vous qu'un empire peut réellement être racheté sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré? Ou que certaines puissances resteront toujours impossibles à dépasser? En tout cas, merci d'avoir écouté Imagine. C'est une fois par semaine, donc abonne-toi en activant la cloche et à la semaine prochaine.